All systems online. Salut à tous, c'est Schneider, et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Le lore post de mardi était la retranscription d'une émission de radio où les intervenants parlaient de la mort d'une scientifique travaillant sur le projet Synthworld. Depuis l'ère Messer où les terraformations ont mené à des massacres de masse sur certaines planètes, le gouvernement de l'UEE s'est lancé dans un projet de monde artificiel dans le système Chronos. À proximité du site du projet, un laboratoire secret situé dans un astéroïde servirait de site de test pour les expériences visant à créer ce monde artificiel. Et c'est sur un des bâtiments de ce laboratoire qu'une scientifique aurait trouvé la mort après avoir fait une chute de plusieurs dizaines de mètres. La panne d'un des générateurs d'oxygène et l'altitude auraient engendré un début d'asphyxie et créé un œdème cérébral qui aurait causé des vertiges, ce qui aurait causé sa chute. Les mécaniques de jeu n'iront peut-être pas jusque-là, mais porter une combinaison sera sûrement toujours nécessaire, puisqu'il sera possible de pirater ou détruire les générateurs d'oxygène des vaisseaux, des stations ou de certains bâtiments. Quoi qu'il en soit, la mort de cette scientifique reste assez floue comme tout ce qui se passe dans le système Chronos. Officiellement, c'est parce que les expériences menées dans le système pourraient être dangereuses si elles venaient à fuiter et être reproduites ailleurs. Mais beaucoup pensent que l'absence de transparence du gouvernement à ce sujet sert à masquer le gouffre financier que ce projet représente. Vendredi, l'émission Star Citizen Live recevait Simon Bursey et Zane pour nous parler de leur travail sur les interfaces graphiques. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on les sent pas vraiment rassurés à ce sujet. En gros, leur problème. Le moteur de jeu qu'ils utilisent, le Lumberyard, est basé sur le moteur CryEngine. Pour les interfaces avec l'utilisateur, ce moteur utilise la technologie Flash d'Adobe depuis le CryEngine 2 qui est sorti en 2009, et le middleware Scaleform qui sert de passerelle entre Flash et le moteur de jeu CryEngine. Sauf qu'en 2010, Apple a décidé de ne plus supporter le Flash sur ses appareils. Et pendant la décennie suivante, les éditeurs des navigateurs web ont progressivement fait pareil en préférant des technos plus légères et plus adaptés aux mobiles comme le HTML5 et les API qui tournent autour. Finalement, en 2017, Adobe a complètement abandonné Flash et programmé sa mort pour 2020. Et l'entreprise Autodesk, qui avait créé Scaleform, a du coup abandonné son développement. Du coup, les développeurs de Star Citizen se retrouvent à faire leurs interfaces graphiques avec une techno obsolète depuis des années, ce qui fait qu'ils sont assez limités, et qu'ils sont pas particulièrement productifs vu l'obsolescence du truc. Par exemple, Flash ne permet pas de prévisualiser son travail final tant que l'interface n'a pas été importée en jeu. Ça demande apparemment pas mal de code pour faire la moindre chose, et quand il faut fusionner deux versions du même fichier Flash, une ancienne et une plus récente avec des modifications, ça se fait pas facilement. Ils ont commencé à remplacer la technologie Flash, mais curieusement, ils utilisent toujours Scaleform, ce qui fait qu'ils sont toujours assez limités. Leur nouveau système est beaucoup plus dynamique et évolutif, et dépend parfois juste de quelques chiffres et de quelques éléments de configuration pour générer toute une interface. C'est par exemple beaucoup plus simple pour les designers de connecter les éléments de l'interface avec des données mises à disposition par les développeurs. Ils pourraient passer plus de temps à essayer de faire des interfaces avec leur ancien système en Flash, mais tout serait condamné à être remplacé dans les mois et années à venir avec leur nouveau système. Par exemple, personnaliser la disposition de certains éléments selon un système de grille, personnaliser les couleurs des éléments, leurs proportions à l'écran, afficher des interfaces dynamiques s'adaptant à la luminosité et les mouvements en arrière-plan, mettre en place un affichage intelligent qui sélectionnerait quoi afficher dans certaines situations, tout ça pourrait certainement se faire plus facilement avec leur futur système fait maison. Sauf que malheureusement, ils n'ont pas assez de développeurs qui travaillent sur ce sujet et ils en cherchent. Donc on n'en saura pas plus avant un moment, et c'est sûrement l'aspect de Star Citizen qui restera le plus bancal pendant encore longtemps. Pour ce qui est de la personnalisation des interfaces, ils ont aussi des raisons un peu plus concrètes de pas le permettre. C'est que leur interface de base marche déjà mal, donc c'est pas vraiment le moment de se lancer là-dedans. Et c'est assez difficile de recueillir des retours de la communauté sur une série d'interfaces, si en plus de ça elles peuvent être modifiées par les utilisateurs, ils vont pas s'en sortir. Comment est-ce qu'on pourra gérer toutes les informations à l'écran dans le futur, avec en plus des icônes qui sont déjà très nombreuses ? Ils aimeraient développer un système permettant de gérer intelligemment quel paquet de données apparaîtra à l'écran en fonction de la situation, du mode de vol, de la mission en cours, de l'état du vaisseau, bref, quelque chose d'extrêmement contextuel, avec en plus une meilleure gestion du transfert d'informations entre les écrans multifonctions et l'affichage tête haute du casque. Le spam de notifications en haut de l'écran n'est pas voulu, c'est un bug qui vient du fait de l'accumulation d'interfaces qu'ils ont empilées les unes par-dessus les autres au fil des années, sans les avoir bien architecturées. Ils pourraient mettre en place de nouveaux éléments graphiques avec des icônes de notifications et des menus pour les voir en détail, mais ça leur donnerait encore plus de travail. Et si les notifications sont nombreuses mais pas trop importantes, ils pourraient aussi imposer un nombre de secondes entre l'affichage de chaque notification. Ils savent que les joueurs aimeraient bien avoir un support un peu plus poussé de tous les formats d'écran sur le marché, mais c'est pas leur priorité pour le moment.
Et de toute façon, le reste de technologie flash dont ils ne se sont pas encore débarrassés ne les aide pas vraiment à ce niveau-là. Leur futur système fait maison leur permettra sûrement de gérer ça plus facilement, mais beaucoup plus tard. Concernant l'interaction avec les interfaces au clavier, c'est toujours prévu, ils aimeraient aussi le permettre avec la manette et le joystick. Pour ce qui est de la boussole qui est tant demandée par les joueurs, Simon Bursey à gauche estime que c'est peut-être pas si nécessaire que ça, et qu'il y a certainement d'autres moyens pour faire en sorte que les joueurs s'orientent, comme une minimap ou des maps en 3D. Pas besoin de vous dire que sur les forums et dans les commentaires de la vidéo, les joueurs sont pas du tout d'accord là-dessus. Ils savent que les modes de vol quantique, de minage et de scan cachent des informations importantes comme la vitesse. C'est parce qu'ils ont développé ces interfaces indépendamment sans prévoir que ce genre de cas poserait problème. Ils savent que le radar de proximité qui servait pour l'atterrissage il y a quelques années était très apprécié, mais il était géré par une certaine API de Scaleform dont ils se sont débarrassés, et leur nouvelle API fait maison ne le gère plus. Ils cherchent une solution pour que ça refonctionne à nouveau, mais leur priorité se situe plutôt sur l'affichage tête haute et les écrans multifonctions. Ils savent parfaitement que la lisibilité de l'interface est catastrophique dès que l'arrière-plan est trop clair ou trop lumineux. Ils aimeraient régler le problème, mais ils ont du mal à trouver une solution qui rende le tout quand même lisible, qui fasse quand même interface de science-fiction et qui soit facile à faire. À part ça, dans la liste des choses qui sont prévues, la sauvegarde de la disposition personnalisée des écrans multifonctions, une application de gestion de marchandises dans le Mobiglass, une gestion plus poussée des missiles et des torpilles, un prototype de minimap pour l'intérieur des vaisseaux et des bâtiments, un système de chat sans avoir à porter son casque, et un indicateur du temps restant pour les sauts quantiques. Pour ce qui est du système d'interaction, Zenbien à droite estime qu'il devrait être encore un peu retravaillé de sorte à privilégier son absence et de privilégier les indications plus diégétiques, comme par exemple inscrit sur la porte d'un sas ou sur les boutons d'un ascenseur. Les interfaces de vaisseaux spécifiques pour chaque constructeur sont toujours prévues, et c'est même plus facile à faire avec leur nouveau système qui nécessite quelques éléments de configuration qu'avec des interfaces en flash. Et enfin, ils savent que le Mobiglass est un peu lent à démarrer, mais c'est pas leur priorité pour le moment. Dans la nuit de vendredi à samedi, CIG a enfin publié la mise à jour 3.6 sur le serveur live avec 3 semaines de retard. Les principales nouveautés sont donc le nouveau système de juridiction pour renforcer les sanctions contre les criminels, le marché noir pour les criminels, des stations spatiales avec une nouvelle architecture extérieure, les terminaux d'achat de vaisseaux, une série d'améliorations sur la FOIP, la VOIP et les canaux de communication, un nouveau mode de vol pour faire du surplace en atmosphère, de nouvelles armes à feu et des optiques, et la petite surprise de cette mise à jour, le Anvil Ballista qui est déjà jouable. C'est donc un véhicule anti-aérien pour 2 personnes, de 16 mètres de long, 7 mètres de large, 5 mètres de haut, armé de 2 Gatling de taille 2, 8 missiles de taille 5 et 2 missiles de taille 7, et une signature électromagnétique extrêmement faible pour rester le plus furtif possible. Petit détail, la page du Ballista lui donne une portée effective de 2 km, et on sait pas quelle arme ça concerne. Je pense pas que ça concerne les missiles sol-air parce que c'est totalement en dessous de ce qui se fait déjà aujourd'hui et que ça concerne plutôt les Gatling. C'est cohérent avec la portée des Gatling qui sont montés de nos jours sur des navires, mais vu la vitesse à laquelle les vaisseaux peuvent voler en atmosphère dans Star Citizen, et pour peu que le paysage ait un peu de relief, on peut se demander si ces Gatling seront vraiment utiles. Samedi, CIG a mis à jour les roadmaps de Star Citizen et Squadron 42. Sur la mise à jour 3.6 de Star Citizen, le 890 Jump continue de progresser, mais sa sortie sera définitivement pas pour le mois de juillet. Sur la mise à jour 3.7, il y a peu de progrès, à part sur l'intérieur des stations spatiales et l'intelligence artificielle des barman. Et enfin sur Squadron 42, on n'a quasiment aucun progrès, à part sur la version 2 du système de mission, le Vandal Kingship et le Bengal. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain et d'ici là, portez-vous bien, citoyens.